Tshisekedi est incontournable dans l'opposition, c'est lui qui incarne le vrai changement et c'est lui l'espoir des Congolais pour l'avènement d'un état de droit dans ce pays. Mais puisque vous parlez des élections, nous trouvons qu'il est prématuré de parler des élections puisque les conditions ne sont pas remplies à l'heure actuelle pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Jusqu'à aujourd'hui, poser la question à un de ces députés qui ont été élus sur les listes avec les noms de M. Tshisekedi, qui les a fait élire. Ils sont allés là par ingratitude, je le souligne en passant, mais ils sont allés là. Quel est le bilan de leur passage à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui sont allés là pour leurs propres privilèges. Nous ne les connaissons pas, à moins que le Congrès en décide autrement à la fin de l'année. Mais pour le moment, ce sont des personnes qui sont plus... Pour nous, 2016, ce n'est pas loin, mais c'est encore loin. On a suffisamment de temps pour nous mettre d'accord sur un calendrier consensuel, sur une CENI restructurée qui sera le pouvoir organisateur des élections de 2015 ou de 2016. Mais pour nous, il n'y aura des élections qu'en 2016, celles que nous privilégions, et en plus, avec une autre CENI qui n'est pas celle actuellement instrumentalisée par M. Kabila, à la tête de laquelle se trouve M. Malou Malou. Il y a eu des députés, des partis alliés, y compris les CIDE et d'autres partis que vous connaissez, qui ont décidé d'aller siéger à l'Assemblée nationale. En ce moment-là, moi j'ai pris mes responsabilités au lieu. J'ai toujours été Tshisekedi, c'est depuis 1988 que je connais M. Tshisekedi, on a toujours été ensemble. Je me suis dit, si cette tentative, cette stratégie d'avoir des partis alliés, comme ça existe au niveau de la majorité, soi-disant majorité présidentielle, hein, il y a eu la même stratégie d'avoir un parti phare et des alliés. Moi, je me suis dit que plutôt que de rester dans un parti allié, je devais me battre à l'intérieur de l'UDPS, qui est effectivement ma famille politique depuis toujours. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. 2015, on vous a promis, 2015, c'est vraiment l'actualité politique. On va parler du Congo démocratique. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Tarsis Loseke, professeur Tarsis Loseke. Nous sommes avec lui aujourd'hui et nous allons parler politique. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait de vous présenter, comment allez-vous le faire? Nous savons que vous êtes professeur, vous donnez cours à beaucoup d'universités à travers le monde et vous êtes homme politique. Vous avez beaucoup de casquettes, mais si on vous demandait de le faire vous-même. Oui, brièvement, je m'appelle Tarsis Loseke Nembalemba. Je suis médecin neurologue, professeur d'université. Je ne vais pas citer les noms des universités où j'ai enseigné, où je continue à enseigner, mais je suis en plus de cela activiste des droits de l'homme et homme politique. Vous venez d'avoir une promotion au sein de l'UDPS, pendant que, si on peut le citer directement, Moleka, lui, disait que on proposait au niveau du bureau de l'UDPS, on proposait, M. Etienne Tshisekedi Ouamounumba voulait avoir à côté de lui Moleka, Félix, il est un qui est au Canada et un qui est en Afrique du Sud. Mais ça n'a pas été le cas, nous connaissons la suite. Mais aujourd'hui, autre système. Est-ce que c'est comment? Essayez un peu d'expliquer. Je ne vais pas épiloguer sur ce qu'Albert Moleka avait dit. Il n'y a que lui seul qui sait ce qui s'est passé avec le président. Il a dit que le président voulait mettre en place un directoire. Et selon mes informations, ça n'a jamais été le cas. Par contre, le président estime, avec les enjeux politiques de notre pays actuellement, il était nécessaire de mettre une cellule
d'appui à la communication et à la mobilisation, une cellule qui est dirigée personnellement par lui-même et qui s'occupe sur le terrain aussi bien de la communication, des stratégies et de la mobilisation. En fait, c'est cette structure qui va le conduire jusqu'à la victoire ou jusqu'à la récupération du pouvoir, si c'est le cas, dans les prochains mois. La succession de Tshisekedi, apparemment c'est un tabou. Vous proposez autre chose, or la majorité, où les gens vous attendaient une structure claire qui pouvait expliquer le parti. On a vu Obé Minakou de son côté aussi. Il dit clairement, ils étaient à Kingakati, il n'y a pas de dauphin pour Kabila. Au niveau de l'UDPS, nous venons du devoir, c'est autre chose. Essayez d'expliquer, professeur. Non, ce n'est pas autre chose. Il n'a jamais été question de la succession de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi a eu des ennuis de santé et c'est normal pour toute personne. Moi qui suis médecin, je le sais très bien que n'importe qui peut tomber malade. Il est en train de récupérer. Je vous dis tout de suite que M. Tshisekedi, que vous verrez dans plusieurs mois, dans quelques mois, ne sera pas celui que vous avez vu le 21 février. Il est en train de récupérer très rapidement et il travaille activement pour les problèmes importants du pays, des problèmes qui se présentent à l'heure actuelle. Donc, il n'a jamais été question de la succession de M. Tshisekedi. S'il y a des ambitions, ces ambitions pourraient s'exprimer au niveau du Congrès et l'article 18 de nos statuts prévoit qu'au niveau du Congrès ordinaire, on peut évoquer tous ces problèmes-là et que les personnes qui sont impatientes puissent attendre le Congrès. Mais pour le moment, nous devons travailler pour l'avènement de l'UDPS au pouvoir avant 2016 ou en 2016. Mais nous y travaillons d'arrache-pied. Tshisekedi en convalescence, 2016 approche, les élections c'est pour bientôt. Qui incarne l'opposition actuellement au Congo? On vous rappelle que, nous rappelons à nos téléspectateurs que le professeur Tarsis Loseke a été ministre de l'Environnement et du Tourisme à l'époque 92-93. À l'époque, l'opposition avait un leader incontesté. Tout le monde était derrière Tshisekedi comme en 2011. Mais aujourd'hui, professeur, qui incarne l'opposition au niveau du Congo? Tshisekedi est incontournable dans l'opposition. C'est lui qui incarne le vrai changement et c'est lui l'espoir des Congolais pour l'avènement d'un état de droit dans ce pays. Mais puisque vous parlez des élections, nous trouvons qu'il est prématuré de parler des élections puisque les conditions ne sont pas remplies à l'heure actuelle pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Pourquoi je dis cela? D'une part, il y a les gens qui sont au pouvoir, qui sont les défenseurs du statu quo. Pour eux, ils multiplient des pièges et des obstacles pour durer dans ce pouvoir, c'est-à-dire pour qu'il y ait un glissement en 2016. Et nous devons tout faire pour déjouer ces glissements. D'autre part, la Commission nationale indépendante ne l'est pas du tout. Cette commission n'est pas indépendante dans la mesure où elle est téléguidée, instrumentalisée par la famille politique de M. Kabila. Et nous disons même que c'est M. Kabila qui dirige la CENI et cette CENI n'est pas indépendante, doit être restructurée. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré une feuille de route signée par le président et qui donne certains préalables pour aller aux élections, des préalables qui sont importants pour qu'on puisse aller aux élections de manière libre, transparente et démocratique. Dans une année et demie, c'est 2016. Pourquoi ne pas directement, clairement parler de la transition au lieu du dialogue? Non, nous n'en sommes pas là. Ça dépend si le dialogue se tient aujourd'hui, qu'au cours du dialogue, on décide d'une transition. Nous verrons. Et qui va la diriger, cette transition? Ça, c'est le dialogue qui déterminerait cela. Mais tant que le dialogue pour lequel nous souhaitons à l'heure actuelle ne se tient pas,
nous ne savons rien dire de ce qui pourrait se passer. Nous avons donné notre agenda pour le dialogue qui est connu, et cet agenda sera l'objet de discussions si le dialogue se tient. Mais si le dialogue ne se tient pas, c'est au peuple de prendre ses responsabilités. L'opposition actuelle est-elle capable d'arracher une transition sans Kabila? L'idéal n'est pas d'aller à la transition, l'idéal serait qu'on clarifie les préalables, notamment un processus électoral clair, transparent et apaisé pour qu'on puisse aller aux élections libres et démocratiques en 2016. Ce qui n'est pas la volonté des forces de statu quo qui sont dirigées par M. Kabila. Ces forces-là ne voient que leurs privilèges qu'ils doivent maintenir, et pour les maintenir, ils doivent par tous les moyens, par tous les astuces, par tous les pièges et par des combines de toutes sortes se maintenir au pouvoir par n'importe quel mécanisme, soit une transition qu'ils voudraient diriger eux-mêmes, soit un glissement. Et ils sont dans tous ces pièges-là et nous sommes parfaitement au courant de ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que nous ne parlons pas encore des élections, puisque ces élections ne sont pas une garantie pour nous à l'heure actuelle. 1993, vous avez conduit une délégation parlementaire au niveau du secrétaire général de l'ONU de l'époque, Boutros Ghali, pour qu'on puisse envoyer, je crois, Lakhdar Brahimi comme envoyé spécial. Mais aujourd'hui, 22 ans après, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Pratiquement rien, puisque nous tombons dans les mêmes travers que ceux qu'on a connus à l'époque de Mobutu. On dirait même que les Mobutistes qui ont trouvé leur refuge chez M. Kabila sont en train d'influencer la situation pour qu'il en soit de même. Bon, à l'époque, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas ou qui n'étaient pas encore assez âgés pour comprendre les enjeux politiques de l'époque, en fait, nous nous sommes retrouvés avec deux gouvernements, le gouvernement de M. Kabila, pardon, de M. Mobutu à l'époque, et le gouvernement dirigé par le président Tshisekedi qui siégeait à Limete. Donc, j'ai été chargé par notre gouvernement pour diriger une délégation des ministres et des parlementaires pour aller dans les pays de la Troïka de l'époque, la France, la Belgique et les États-Unis, pour arracher un mot ou un consensus de la communauté internationale qui devait s'impliquer et résoudre le problème de la bipolarité qui existait à ce moment-là. C'est ainsi que nous avons pu rencontrer à Bruxelles, et d'ailleurs, je cite pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas, M. Lambert Mende était membre de ma délégation, il était dans ma délégation. En fait, nous avons rencontré M. Boutros Ghali à Bruxelles, qui nous a demandé de le suivre à New York, où se trouve le siège des Nations Unies. C'est ainsi qu'on a pu, je résume, qu'on a pu envoyer M. Lakhdar Brahimi pour venir résoudre ce problème en 1993. Eh bien, les choses allaient bien jusqu'au moment où on a connu encore les crocs et jambes de M. Mobutu, toujours avec sa famille politique. Et c'est ce qui a amené la fameuse AFDEL, qui est un conglomérat d'aventuriers, l'AFDEL qui poursuit jusqu'à aujourd'hui sous d'autres dénominations. Ça a été l'AFDEL et puis ça a changé à d'autres noms et aujourd'hui c'est l'AMP qui est le prolongement de l'AFDEL, un conglomérat d'aventuriers. La mère Mende qui est passée avec armes et bagages du côté du pouvoir. Je ne vous le fais pas dire, elle est passée avec armes et bagages, ça montre l'instabilité de certaines personnes de la classe politique congolaise. Aujourd'hui ou hier au niveau du Conseil de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, on prolonge le mandat de la MONUSCO pour un encore et l'UDPS est content. On a suivi votre secrétaire général, M. Bruno Mavungo, qui est très content. Comment expliquer cela? Non, nous avons privilégié cela parce que il y avait un piège du côté de la famille politique de M. Kabila pour demander à l'ONU ou
aux Nations Unies, via la MONUSCO, de suspendre ou de commencer à quitter le Congo pour créer un chaos, une insécurité, ce qu'ils sont en train de planifier d'ailleurs. Et nous avons demandé à la communauté internationale, au travers des Nations Unies, pour qu'elle soit vigilante et qu'il nous évite un chaos programmé et orchestré par M. Kabila. Et le prolongement de ce mandat est en quelque sorte une réponse à notre demande, à notre requête, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Pourquoi l'UDPS ne suit pas sa base? La base veut le soulèvement populaire, la base veut autre chose, mais au niveau de la direction, vous privilégiez le dialogue. Qu'est-ce qui se passe entre la base et la direction du parti? Nous sommes en politique, il faut éviter des situations qui peuvent nous être préjudiciables. Un soulèvement peut survenir, mais le contrôler, c'est autre chose. Nous n'avons pas les moyens à l'heure actuelle de contrôler un soulèvement général dans notre pays. Et ensuite, nos adversaires peuvent en profiter pour créer une autre situation qui risque encore de retarder les échéances. Donc nous pensons que pour résoudre les préalables qui nous permettraient d'aller aux élections libres, démocratiques et transparentes, il faut qu'on se mette autour de la table pour discuter d'abord du calendrier électoral, puisque nous privilégions les élections législatives et présidentielles pour 2016. C'est notre exigence. Le reste des élections, ça peut venir après. À la rigueur, on peut coupler avec les élections provinciales, mais tout au plus, nous donnons priorité aux élections, à l'élection présidentielle, législative nationale et à la rigueur des élections provinciales. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, qui est impérative, c'est la restructuration totale de la CENI. Cette CENI est une coquille vide. Cette CENI est un repère de la fraude. Nous ne pouvons pas accepter cette CENI, que cette CENI nous amène aux élections. À l'heure actuelle, le pasteur Bobo, je peux vous dire que même si vous opposiez Jésus-Christ avec quelqu'un de la famille de Kabila ou avec Kabila lui-même, Jésus-Christ va perdre les élections. Pourquoi? Parce que nous avons une structure conçue et instrumentalisée à l'heure actuelle pour organiser et planifier la fraude qui est la CENI. Cette CENI doit être restructurée de fond à comble. Pensez-vous que l'UDPS actuel peut rééditer l'exploit de 2011? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, nous restons dans sur la même trajectoire. Pourquoi? Parce que nous avons gagné les élections de 2011 et l'imposteur s'est imposé par la force et s'est maintient au pouvoir toujours par la force. À 2016, ça ne poserait aucun problème. Mais il serait même nécessaire qu'on puisse évacuer les posters avant 2016. Malgré les conflits intérieurs, on dit rudes, au sein de l'UDPS? Il n'y a pas de conflit à l'UDPS. Il n'y en a pas. L'UDPS est vivante, l'UDPS est debout. Je viens de Kinshasa où j'ai passé un mois. J'ai circulé rien qu'au niveau des structures de la base. J'ai réuni les 450 présidents cellulaires de la base. Je n'ai vu aucune divergence, je n'ai pas vu de scission quelconque, en dehors de ce que nos adversaires et la presse engagée pour le kabylisme est en train de débiter tous les jours, mais l'UDPS est une et unique, et elle se battra pour l'avènement, pour accéder au pouvoir dans les jours à venir. C'est vrai que chaque fois que le président Tshisekedi a des ennuis de santé, comme en 2010 et maintenant en 2014, il y a toujours des malins qui se positionnent pour une éventuelle succession, alors qu'ils se trompent de cible. Notre cible, c'est le pouvoir en place que nous devons absolument évacuer pour diriger ce pays, pour pouvoir donner un peu d'espoir à ce peuple. Mais à l'UDPS, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de division, ou de camps, ou de clans. Ce sont des individualités, ils se positionnent, mais bon, nous gérons la situation. Vous avez vu que le président a fait des mises en place qui ont abouti à la désignation de certaines personnes, à certaines structures. C'est pour vous montrer que
l'UDPS fonctionne normalement et de manière harmonieuse. On n'a pas vu les Mbouyi, les Moubaké, les Mpoula, l'ancien secrétaire général du parti. On les a oubliés. On n'a oublié personne. Mais il n'y a pas de gens qui sont à eux seuls indispensables ou incontournables. Nous sommes dans un parti où il y a beaucoup de personnalités qui ont des compétences ou qui ont des expertises voulues. Et lorsqu'aujourd'hui le président décide de nommer d'autres personnes à certains postes, ce n'est pas pour ça qu'on sacrifie qui que ce soit. Je crois que cela devrait faire le bilan de leur mandat. Et ce bilan-là n'est jamais arrivé sur la table du président. Donc, quand on vous a désigné quelque part, la première des choses, c'est d'envoyer régulièrement des rapports pour les rapports d'activité, tout ça. Mais si vous ne le faites pas, il est tout à fait normal que le président vous relève de vos fonctions pour placer quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il a fait. On verra avec ceux qu'il a nommés ce qu'ils vont faire. Et je suis certain que l'équipe actuelle, les personnes qu'il a désignées actuellement, peuvent l'amener au pouvoir et vont l'amener au pouvoir dans les mois à venir. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'UDPS est le grand malade qui affaiblit l'opposition? Si on va au Parlement, la majorité des parlementaires de l'opposition sont de l'UDPS. Mais si on va à limiter, si on va au niveau de la direction du parti, vous ne les connaissez pas. Donc, on dit que c'est le grand malade qui affaiblit l'opposition. Ces messieurs-là, ces messieurs-dames qui sont allés siéger à l'Assemblée, que nous dénonçons que c'est une Assemblée constituée particulièrement et majoritairement par des personnes qui ont été désignées et nommées par la CENI. C'est comme ça que nous détestons cette CENI, parce qu'elle a contribué à créer une assemblée fictive avec une majorité artificiellement constituée pour obéir à M. Kabila. Donc ceux qui sont allés dans cette majorité-là ont eu une erreur d'appréciation qui doivent eux-mêmes ruminer à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous donneront jamais un bilan de leur passage dans cette assemblée-là. Jusqu'aujourd'hui, poser la question à un de ces députés qui ont été élus sur les listes avec les noms de M. Tshisekedi, qui les a fait élire. Ils sont allés là par ingratitude, je le souligne en passant, mais ils sont allés là. Quel est le bilan de leur passage à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui sont allés là pour leurs propres privilèges. Nous ne les connaissons pas, à moins que le Congrès en décide autrement à la fin de l'année. Mais pour le moment, ce sont des personnes qui sont plus des nôtres. Donc, l'UDPS n'est pas malade, puisqu'il y a des députés que nous ne reconnaissons plus qui siègent à l'Assemblée nationale. Quelles sont les leçons tirées pour 2016 au cas où, après le dialogue, vous gagnez encore des élections? Ces gens vont encore ne pas obéir au mot d'ordre du parti et ça sera la même chose. Quelles sont les précautions? Vous faites allusion aux députés qui seraient élus à 2016. Non, en 2017. Bon, nous ne savons pas quand les élections auront lieu, puisqu'il n'est plus sûr que ce soit pour 2016, mais nous tenons au délai constitutionnel. Le délai constitutionnel doit être respecté rigoureusement. Et nous pensons que au plus tard, à septembre 2016, on devrait connaître le président de la République qui remplacera l'imposteur de M. Kabila. Bon, vous parlez d'éventuelles défections de députés de l'UDPS. Non, nous ne sommes pas encore là. Et croyez-moi, Pasteur Bobo, nous avons déjà pris des dispositions pour que cela ne se répète plus. Donc pour vous, c'est clair, 2016, ça sera, après 2016, après décembre, ça sera sans Kabila. Mais nous conjuguons déjà Kabila au passé. C'est malheureux de le dire, mais les Congolais ne comprennent pas ce qui s'est passé.
En fait, il faut conjuguer déjà M. Kabila au passé. Il ne doit pas se maintenir au pouvoir par le glissement, encore moins se représenter 2016. Donc, pour nous, c'est déjà du passé. Évidemment, vous allez me dire, ah, il a la force, il a l'argent, il peut faire ce qu'il veut dans ce pays. Mais vous savez, la plus puissante arme que nous offrons à l'oppresseur, c'est notre propre comportement, d'accepter n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. Kabila nous gifle au niveau de la joue droite et nous tendons la joue gauche. Il va nous traiter comme nous sommes. Et on a toujours dit que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Pour le moment, le peuple doit montrer que nous ne méritons plus ce type-là, cet imposteur. Il faut qu'il quitte le pouvoir. 19, 20, 21 janvier 2015 au niveau du pays, c'était vraiment le slogan populaire qui a arrêté. Mais votre lecture par rapport à cela, est-ce que l'UDPS avait une mauvaise lecture des événements? Ils ont été dépassés? Non, pas du tout. Et je peux même vous dire que l'UDPS, c'est l'UDPS qui a préparé le plus ces 3 journées-là, dans la mesure où, pour nous, c'était un enjeu capital. Malheureusement, je dis malheureusement, nous avons eu des échos que certains dirigeants de l'UDPS allaient être ciblés. Et c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu une certaine visibilité. Mais je peux vous rassurer que prochainement, ça ne sera plus le cas. Nous n'avons pas non plus voulu nous associer aux députés, soi-disant députés de l'opposition, qui avaient initié, pas le 19, mais déjà la semaine qui précédait, certaines marches qui n'ont pas réussi. Et nous disons que ces marches ne nous engageaient pas, d'autant plus que c'était des échecs. Mais nos structures de la base, aussi bien nos cellules que nos sections, et des parlementaires debout et d'autres structures informelles de l'UDPS, ont activement participé aux événements des 19, 20 et 21. Et ce qui va venir, si le dialogue ne se tient pas, peut être plus que ce que vous décrivez pendant ces 3 jours. Parlons un peu du dialogue. Les autres parlent beaucoup plus du calendrier électoral. L'UDPS parle du dialogue. Est-ce que vous cavalez seul? Non, le calendrier est inclus dans la feuille de route. Je crois que les gens, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas notre feuille de route. Et je me permets de résumer que dans notre feuille de route, dans l'agenda que nous proposons, l'ordre du jour que nous proposons pour le dialogue, il y a d'abord le calendrier électoral. Le calendrier électoral qui doit être consensuel et constitutionnel. Ce sont les 2 préalables. Et au sein de ce calendrier électoral, nous avons été clairs, nous privilégions les élections présidentielles et législatives nationales. D'autres proposent d'y ajouter les provinciales. Bon, je crois que la majorité nous a suivis. Pourquoi? Parce que c'est notre position qui est sortie directement au lendemain de la publication du calendrier électoral. Donc, nous avons été les premiers, la première force politique à dire que ce calendrier n'est qu'un piège pour les glissements avec les élections locales, et c'est ainsi que nous privilégions les élections présidentielles et législatives. Ensuite, dans la même feuille de route, nous parlons de la CENI qui doit être restructurée. Donc voilà les éléments importants. Je résume, hein. Voilà les éléments importants qui sont dans notre feuille de route, qui sont les points à l'ordre du jour pour le dialogue. Dites-moi s'il y a quelqu'un qui est contre ces préalables-là. Dites-moi, je ne sais pas, si quelqu'un qui est dans l'opposition, qui ne trouve pas ces 2 points-là importants pour aller aux élections, je doute fort qu'il soit vraiment de l'opposition. Quelle différence y a-t-il entre vos préalables et le budget colossal des Malu-Malu? Apparemment, tous les 2, c'est impossible d'appliquer. Non, mais ce budget-là, pour ceux qui regardent ça de près et qui comprennent comment les choses fonctionnent,
ça a été mis là sans évaluation, sans quoi. En fait, c'est mis pour effrayer seulement, non seulement la classe politique congolaise, mais nos partenaires extérieurs. Pourquoi? Parce qu'en disant qu'on a besoin de plus d'1 milliard, alors qu'il y a à peine quelques mois, M. Malouma nous disait qu'il avait besoin de 700 millions, on ne sait pas d'où vient cette différence de plus de 400 millions de dollars. Nous ne savons pas. Il ne justifie pas ça et il ne l'explique pas. Nous pensons que tout simplement c'est une mascarade, c'est un montage pour effrayer nos partenaires de la communauté internationale et surtout pour effrayer la classe politique. Et ça, nous ne pouvons pas tomber dans ce piège-là. Parlons d'abord du calendrier consensuel et de la restructuration de la CENI, parce qu'à ce moment-là, nous aurons une CENI qui fera des projections réalistes et conformes à nos besoins réels, au lieu d'avoir une CENI fantaisiste qui est une coquille vide qui, pour nous, ne doit absolument pas nous amener aux élections de 2016. Mais, professeur, dans une année et demie, ces 2016-là, c'est les élections. C'est matériellement votre proposition. C'est faisable. Vous faites allusion à quelle proposition? Je ne comprends pas. Quand vous dites qu'il faut aller d'abord des préalables, dialogue, réformer la CENI, mais il nous reste le temps matériel, il nous reste une année et demie. Et pour vous, il faut combien de temps pour faire tout ça? Nous avons arrêté une durée de 10 jours. En 10 jours maximum, on peut tout régler. Si on a de bonnes volontés, si on a de bonne foi. Mais avec ceux qui sont en face de nous, ils sont champions de manœuvres dilatoires, ils vont traîner les choses en longueur. Mais pour nous, c'est impérieux. On n'ira pas aux élections avec ces calendriers qui vont précipiter d'ailleurs bientôt, parce que nous apprenons qu'ils vont commencer à enregistrer des candidats pour les élections locales. Tout ça, c'est de la mascarade. Ça ne marchera pas. M. Kabila veut créer le chaos dans ce pays. Pour nous, 2016, ce n'est pas loin, mais c'est encore loin. On a suffisamment de temps pour nous mettre d'accord sur un calendrier consensuel, sur une CENI restructurée qui sera le pouvoir organisateur des élections de 2015 ou de 2016. Mais pour nous, il n'y aura des élections qu'en 2016, celles que nous privilégions, et en plus, avec une autre CENI qui n'est pas celle actuellement instrumentalisée par M. Kabila, à la tête de laquelle se trouve M. Malouma. Si on parlait des deux élections précédentes, 2006, l'UDPS a boycotté les élections, mais Kabila était quand même passé président du Congo. 2011, vous avez gagné, mais sans Eperium. Kabila a quand même été à diriger le pays, même sans... Mais 2016, même si vous boudez, même si l'UDPS boude, et qu'eux, ils organisent quand même sans passer par le dialogue. Donc Kabila peut encore, ou quelqu'un d'autre de la majorité, ils peuvent continuer sans l'UDPS. Je vous dis tout de suite que nous n'allons pas boycotter les élections de 2016. Et nous allons faire à ce que ces élections se passent de manière transparente et démocratique. Nous nous battrons de toutes nos forces. Et nous sommes en train de faire une campagne d'explication au peuple congolais pour que ce peuple comprenne que c'est lui le souverain primaire. Et son mauvais choix se reflète toujours sur la gestion du pays. Si ce peuple accepte à nouveau qu'il y ait les mêmes imposteurs, les mêmes pillards qui sont à la tête du pays et qui nous dirigent comme des moutons, il appartient au peuple d'en décider. Mais nous pensons que, avec notre expérience de terrain à l'heure actuelle, nous pensons que ce peuple ne va plus accepter ce genre d'élections. Donc, les élections 2016 se passera avec l'UDPS, mais sans Kabila et sans cette commission électorale qui est en place. Et je viens de le dire, que c'est une commission qui est une coquille vide qu'il faut réformer, qui est un repère de fraudeurs, des gens mis là pour la manipulation, pour planifier le chaos et le désordre électoral. Donc, nous n'allons pas boycotter,
nous n'allons pas céder à un quelconque chantage du pouvoir en place. Nous allons nous battre pour que ces élections se passent de manière transparente et démocratique. Et que le président qui va diriger demain le Congo soit un président réellement élu selon la volonté de ce peuple. Vous avez fait allusion aux élections de 2016, pardon, de 2006. Mais je vous dis tout de suite que ces élections, il était question d'y aller moyennant aussi d'autres préalables qui étaient convenus à Sun City. Ces préalables n'étaient pas à réaliser. Il y en a plein, je ne veux pas revenir là-dessus, et c'était, il n'y avait pas, par exemple, les forces de sécurité n'étaient pas réformées, il n'y avait pas de réforme des services de sécurité, de l'armée, il n'y avait pas une liberté d'opinion, de la presse, et il n'y avait pas, il y a plein de préalables, ni recensement d'ailleurs, qui était un élément clé pour organiser les élections après le dialogue intercongolais de Sun City. Mais cela n'était pas réalisé parce que l'UDPS exigeait cela. Mais en 2011, nous nous sommes dit que pour éviter d'être considérés comme non-assistance à un peuple à danger, nous sommes allés aux élections en prenant des dispositions, mais la fraude était planifiée avec une CENI corrompue et instrumentalisée par M. Kabila, avec Ngoï Mulonda à la tête. Vous avez vu le résultat. L'imposteur s'est imposé par la force, il dirige par défi, parce que il a la gâchette facile, il peut tuer, il peut mettre les gens en prison comme il veut. Et maintenant, ça ne sera plus le cas, parce que bon, les portes de la prison, elles sont là, mais nous sommes prêts à braver ces portes-là. Depuis sa création, l'UDPS n'a jamais fait plus de 2 ans au pouvoir. Avez-vous des moyens pour battre la campagne, moyens financiers? D'abord, ce n'est pas une question de moyens. Il faut d'abord, comprenez-moi bien, pasteur, il faut que ce préalable soit d'abord assuré ou garanti. La transparence qui passe par un processus clair et crédible, processus électoral et crédible, avec un calendrier électoral consensuel, il faut que la CENI soit assainie, il faut que la CENI soit restructurée. Avec une CENI réellement indépendante, n'importe qui peut battre campagne avec ses moyens. Nous ne disons pas qu'il faut seulement avoir la présidence. Mais il y a d'autres institutions tout aussi importantes, notamment le Parlement avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et si aujourd'hui nous gagnons les élections, nous sommes majoritaires au Sénat et à l'Assemblée nationale, on peut constituer un gouvernement. Donc ce n'est pas ça le problème. Il faut vraiment, vous avez le devoir d'expliquer à ce peuple, d'expliquer à nos téléspectateurs que la chose la plus importante pour gagner, pour être choisi par ce peuple, il faut qu'il y ait en amont une transparence et une organisation démocratique du scrutin pour permettre à ceux qui choisissent leurs leaders de le faire de manière libre et indépendante. Donc, à mon avis, le problème d'argent ne se pose pas parce que chacun peut s'organiser à sa manière. Ceux qui ont amassé beaucoup d'argent, je crois que si nous allons aux élections avec eux, selon les conditions que je suis en train d'expliciter depuis le début de l'émission, ils ne vont pas nous battre. Ils ne vont pas, puisque le peuple les a vomis définitivement. Ce sont des affameurs du peuple, ce sont des pilleurs, ce sont des gens qui sont là pour maintenir ou défendre leurs privilèges. Ce n'est plus un secret que la guerre du Kivu, c'est une guerre économique. Si vous êtes au pouvoir, comment allez-vous gérer la guerre du Kivu? Bon, la guerre du Kivu est une guerre artificielle. On s'est organisé avec l'avènement de l'AFDEL et tous les gouvernements qui se sont succédés, on s'est organisé pour mettre à Kinshasa
des personnes qui entretiennent cette guerre. Pourquoi? Parce qu'eux aussi trouvent leur intérêt. Et en dehors de ceux qui sont au gouvernement ou au pouvoir à Kinshasa, il y a les tireurs de ficelles qui se retrouvent au niveau des multinationales et même certains pays voisins qui trouvent leur compte là-dedans. Non, cette guerre est une guerre artificielle qui justifie, pour justifier les pillages de notre pays, pour créer une situation de chaos qui fait que notre pays continue sa descente aux enfers. Mais si jamais à Kinshasa, il y a un leadership fort, compétent et qui aime ce pays, la guerre du Kivu s'arrêtera net, même sans tirer un coup de fusil. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à Kinshasa ont intérêt à ce que cette guerre continue pour maintenir leurs privilèges et pour sacrifier tout un peuple. Si on pose la question par rapport à... Vous êtes cofondateur de l'ESID avec Martin Fayulu, mais vous avez quitté ce parti, on ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, cofondateur, mais aujourd'hui, dans l'UDPS, ça peut aussi prêter à confusion aux gens qui nous regardent. Il n'y a pas de confusion, c'est tout simplement une stratégie. En fait, à l'époque, comme vous avez vu au niveau des forces du statu quo, il était question qu'il y ait plusieurs partis créés ou à créer qui seraient alliés à l'UDPS. On parle le même langage, mais on est des partis différents. Pourquoi? Parce qu'au niveau des institutions, cette diversification nous aurait permis d'avoir plusieurs députés, plusieurs sénateurs, ou même jusqu'au niveau provincial, plusieurs gouverneurs et plusieurs députés provinciaux. C'était une stratégie à l'époque. Mais il fut un moment où, après les élections de 2011, où il y a eu des députés qui ont décidé d'aller siéger à l'Assemblée nationale, y compris les députés de l'UDPS même. Hein. Il y a eu des députés des partis alliés, y compris les CID et d'autres partis que vous connaissez, qui ont décidé d'aller siéger à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, moi j'ai pris mes responsabilités au lieu. J'ai toujours été Tshisekedi, c'est depuis 1988 que je connais M. Tshisekedi, on a toujours été ensemble. Je me suis dit, mais, si cette tentative, cette stratégie d'avoir des partis alliés, comme ça existe au niveau de la majorité, soi-disant majorité présidentielle, hein, il y a eu la même stratégie d'avoir un parti phare et des alliés. Moi, je me suis dit que plutôt que de rester dans un parti allié, je devais me battre à l'intérieur de l'UDPS, qui est effectivement ma famille politique depuis toujours. Le congrès de l'UDPS, c'est pour décembre, comme on le fait attendre. C'est pour décembre. Ici, au niveau du congrès de l'UDPS, Tshisekedi disait clairement que maintenant, je vous ai montré le chemin, je me retire, choisissez ou quelqu'un d'autre à la place. Qui voyez-vous à la place de Tshisekedi au cas où lui-même dit j'ai fait mon temps, continuez le combat? Je ne veux pas travailler sur des hypothèses qui sont aléatoires. Je voudrais travailler sur du concret. À l'heure actuelle, nous voulons accéder au pouvoir. M. Tshisekedi, pour moi, ça c'est ma position personnelle, a une mission pour ce pays. Quel que soit ce qu'on peut dire de lui, l'âge, problème de santé, il a une mission pour ce pays. Nous avons l'obligation d'abord de l'amener au pouvoir pour qu'il puisse montrer le chemin. C'est quand il sera au pouvoir qu'il pourrait dire oui, maintenant je vous ai amené là où je devais vous amener et je vous laisse continuer avec mon idéologie et continuer le chemin tel que je voulais montrer. Mais au Congrès, je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un, à moins qu'il en décide lui-même. Je dis bien à moins qu'il en décide lui-même. Et même s'il en décidait, c'est à nous de l'accepter. Donc
à ce moment-là, nous allons évaluer la situation. S'il dit, je laisse tomber, nous allons évaluer la situation pour lui demander de rester ou de partir. Mais à mon avis, tant que nous n'avons pas encore amené au pouvoir, qui est la mission qu'il a naturellement reçue de ce peuple, tant qu'il ne nous a pas encore amené à un état de droit, un pays réellement démocratique, je pense que nous serons toujours derrière pour le pousser à nous amener à ce pouvoir-là. Et je vous dis qu'il aura la force et toute l'énergie, toute l'intelligence, la force physique et mentale, bien sûr, de nous amener à ce pouvoir-là. Pour ceux qui ont des doutes, nous leur concédons cela, mais nous verrons d'ici là, vous verrez que c'est un autre Tshisekedi, que celui qui a eu des ennuis de santé, qui pour nous, sont pour nous derrière nous. Il faut aller de l'avant. Deux questions pour terminer. D'abord, le cas Mouyambou. Vous êtes aussi membre de l'Amnesty International. Vous collaborez avec Mouyambou, gravement malade. On l'a vu, il est à l'hôpital. Il y a le cas Diomi Ndongala, il y a le président des droits de l'homme, il y a aussi Ewanga. Aujourd'hui, l'opposition actuelle était incapable de faire pression comme à l'époque de Mobutu. Mobutu cachait ses opposants. Une fois, quand ils arrêtaient, ils les cachaient parce qu'une fois l'opposition était au courant, il y avait une forte pression au niveau de la communauté internationale pour le faire libérer. Aujourd'hui, Kabila peut arrêter n'importe qui, n'importe quand, au vu et au su de tout le monde. Et cette personne-là il peut rester 10 ans en prison, rien ne bouge. Docteur. Bon, il y a plusieurs choses à dire, mais je vous donne d'abord une information importante. Il y a un mois à peine, avec Félix Tshisekedi, nous sommes allés ensemble rendre visite à tous ces prisonniers politiques qui sont à Makala. Je citerai Diomi Ndongala, Ewanga, Mouyambou, M. Vano Kiboko et M. Ngoï de la société civile qu'on a arrêté dernièrement. Donc nous étions avec eux, nous avons tenu pratiquement une séance de travail en prison et nous sommes allés compatir avec eux de leurs difficultés actuelles en leur disant qu'on ne les oublie pas, nous nous battons pour eux. Donc nous avons pris ce courage-là, nous sommes allés les voir tous. On n'a ignoré personne parmi les politiciens politiques de Kabila qui ont été arrêtés de manière injuste par la justice instrumentalisée par M. Kabila. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, à propos des droits humains. Ces pays ne respectent plus les droits humains. Et pour cela, les autorités, qui sont, moi je ne les appelle pas des autorités, ce sont des aventuriers, qui sont à la tête de notre pays, instrumentalisent la justice. Et les services secrets qui sont les auxiliaires de la justice, notamment l'ANER, pour arrêter tout celui qui a un son discordant ou tout celui qui menace leur pouvoir. C'est comme ça que nos amis, notamment Mouyambo, Christopher Ngoï, que ce soit Diomi Ndongala, Ewanga et tout le reste, ils se sont retrouvés en prison avec des peines qui sont tout à fait injustes. Donc c'est l'instrumentalisation de la justice. Ça veut dire que nous sommes dans une dictature où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne. Et comme vous savez, dans une dictature, le seul homme politique, c'est le dictateur lui-même. Tout le reste ne sont que des suiveurs. Qu'on soit ministre, premier ministre, procureur de la République, on est tous des suiveurs. Ils sont tous des suiveurs, des gens qui obéissent aux ordres d'une seule personne, d'un seul individu. Donc, nous nous battons pour évacuer cet individu, justement, qui entretient cette situation. Vous avez vu dernièrement que les activistes venus d'autres pays, le Sénégal et le Burkina Faso, qui sont venus avec des intentions nobles et louables pour former, échanger avec la jeunesse congolaise,
sur la prise de conscience que nos pays sont mal dirigés, puisqu'on a des dictateurs qui s'imposent indéfiniment au pouvoir, qui ne respectent pas les mandats. Par exemple, ceux des pays où la Constitution prévoit des mandats, il y en a qui se maintiennent indéfiniment. Eh bien, c'est nos jeunes-là, avec de l'ONG Filimbi et ceux qui sont venus de l'extérieur, notamment les Yanamar et les activistes des ballets citoyens de Burkina Faso, ils ont été arrêtés, maltraités sauvagement, et vous connaissez la suite. On a dû libérer ceux qui sont venus de l'extérieur sous pression, bien sûr. Ça montre que c'est n'importe quoi. Et on libère les étrangers pour maintenir les nôtres en prison jusqu'aujourd'hui. Et nous disons que si on ne les libère pas, les pressions vont continuer. Nous y allons en crescendo, nous allons voir comment ça va se passer. Mais bientôt, nous allons inclure cela dans nos préalables aussi pour les élections. Si ces jeunes sont maintenus en prison, nous augmentons le nombre de nos préalables. Ça veut dire que lorsque nous expliquons à notre peuple comment ce pouvoir se comporte, nous stigmatisons tous ces aspects. Et ces aspects-là sont ce qui va créer l'étincelle dans ce pays. On vous suit pour terminer, on le suit partout à travers le monde. 2 minutes à la diaspora. La diaspora, la majorité de la diaspora, on ne comprend pas vraiment la position actuelle de l'UDPS. Si on nous donnait 2 minutes pour comprendre que la position de l'UDPS par rapport à la crise actuelle du Congo, comment nous allons en sortir? La position de l'UDPS est claire. M. Kabila doit partir. Il doit partir par tous les moyens possibles. Mais nous, à l'UDPS, nous ne voulons pas donner à M. Kabila l'occasion de récupérer un pouvoir. Ça veut dire que si nous agissons n'importe comment, et si le peuple se prend en charge pour créer, par exemple, un soulèvement, vous ne savez pas ce qui risque de se passer. Et nous pouvons même dire à notre diaspora que M. Kabila n'attend que cela, peut-être pour récupérer en force ce pouvoir. C'est comme ça que nous y allons graduellement. Nous demandons d'abord de négocier pour qu'il y ait un processus électoral transparent et consensuel. Nous aimerions que ce processus transparent et consensuel se passe par le truchement du dialogue. Nous allons définir un calendrier électoral consensuel avec les priorités que nous avons données et une CENI totalement restructurée et assainie qui donne des garanties à tout le monde, des garanties d'équité et de transparence, puisque le peuple ne croit plus à ça. Donc voilà pourquoi nous avons demandé le dialogue et pourquoi nous exigeons que cela se fasse préalablement. En outre, par cette demande, nous prenons à témoin la communauté internationale. Puisque si le dialogue est refusé par les autres, ce qui pourrait être le cas, et nous ne sommes pas naïfs, ils vont certainement refuser, mais le peuple va prendre ses responsabilités à totale responsabilité, c'est-à-dire en connaissance des causes. Que nous, en amont, on avait voulu que les choses se passent autrement, tranquillement et d'une manière pacifique, mais si cela ne peut pas se faire de manière pacifique, l'UDPS prendra ses responsabilités. Et c'est le moment de dire à la diaspora qui nous suit que nous n'allons pas attendre ce dialogue indéfiniment. Il y aura certainement un deadline que nous ne vous donnons pas, parce que nous savons que vous êtes impatients. On ne vous donne pas le délai butoir pour attendre ce dialogue. Nous attendons, nous avons envoyé des signaux dans tous les sens. Nous attendons, nous savons comment les choses se passent. Le moment venu, nous demanderons au peuple de prendre ses responsabilités. Et nous préparons activement notre base, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur, pour qu'elle soit prête à se mettre debout pour évacuer l'imposteur de la tête du pays.
Merci beaucoup. Nous rappelons juste qu'aujourd'hui, au niveau de l'UDPS, nous avons le président Etienne Tshisekedi Ouamulomba qui travaille maintenant avec M. Bruno Mavungu, M. Félix Tshisekedi et M. Tarsis Loseke au niveau de la communication. Et le secrétaire général vient après. Bon, au niveau de la communication, des stratégies et de la mobilisation. C'est une structure qui doit nous conduire au pouvoir, parce que nous ne nous trompons pas de cible. Nous devons nous battre pour l'avènement d'un État de droit, d'un État démocratique réellement, démocratique pas seulement symbolique, mais dans tous les aspects sociaux, économiques et même culturels. Donc, il n'y a que cette structure-là qui va nous amener, qui va amener l'UDPS au pouvoir. Et nous y attelons, nous avons l'obligation de résultat. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Nous vous disons merci, bonsoir, au revoir, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Pasteur Bobo, et à la prochaine fois, quand vous voudrez. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika Pasteur Bobo za kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro Pasteur Bobo. Micro Pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.